Moi, j'adore cette ville parce qu'on est dans Neve Shalal, on est une Kehila genre de Dati. Alors, tu peux sortir et il va rien genre, se passer. Tu vas toujours voir genre, des gens que tu connais. Il faut savoir qu'on a une forêt exceptionnelle. On a la plage. On a tout en fait ici. C'est ça qui est extraordinaire. On est entouré aussi d'Israéliens. Moi, je parle toute la journée hébreu. Et en fait, c'est ça que j'adore à Haïfa, c'est que là, dans mon quartier, c'est quand même assez laïque. À 2 rues, c'est des religieux. À 3 rues, tu as un quartier arabe. Tout est mélangé, tout est cosmopolite. Très clairement, pour un prix équivalent, on a quelque chose de beaucoup plus agréable, plus grand, mieux placé dans de meilleurs quartiers à Haïfa que dans tout le centre d'Israël. Là, ça va faire 10 ans, je regrette pas une seconde. On a vraiment un endroit de rêve. Il y a vraiment une population très différente qui conviendra à tout le monde et on est là pour les accueillir. Et voilà, nous sommes à Haïfa. Nous avons été à la rencontre des Olim Hadashim qui ont décidé de choisir cette ville, la 3e plus grande ville du pays, après Jérusalem et Tel Aviv. Alors bien sûr connue pour son port, pour son pôle étudiant avec le Technion, évidemment, pour ses jardins, les jardins Bahaïs, et aussi pour sa coexistence exemplaire entre juifs, chrétiens, arabes, druzes. C'est un endroit apparemment très agréable, les gens aiment y vivre. Alors évidemment, au niveau de la communauté francophone, il y a entre 4000 et 5000 personnes, ce sont les chiffres de 2024. C'est pas énorme, mais la communauté est très active et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors ils ont été très nombreux à répondre à notre appel, alors d'autres gens viendront se joindre à nous au cours de l'interview. Mais d'abord, merci de nous accueillir à Haïfa. Voilà, on est ravis d'être ici. C'est chaud. Alors Nathalie Bonnard, vous êtes en Israël depuis pas très longtemps? Non, je suis en Israël depuis 4 ans. En fait, j'avais commencé mon alias sur Neuf à Galil, on s'était vu à ce moment-là. Et je suis maintenant sur Haïfa depuis 3 ans. Ok, Séverine et son mari Raphaël, donc Séverine Ditoun. Voilà, donc nous, on est arrivés en août 2015, donc ça fait 10 ans maintenant. Nous avons choisi Haïfa, une ville qu'on adore. Et franchement, on adore. C'est génial, il y a tout. Il y a le travail, il y a les appartements. Alors on va en parler. Et puis bien sûr, Chirel. Salut! Nous, ça fait 10 ans, on est là. T'es arrivée tout petite, toi? Ouais, je suis arrivée à 4 ans. Ma moitié de vie, genre plus de la moitié, je suis passée ici à Haïfa. J'aime bien, j'adore. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à Haïfa? Comment vous avez choisi cette ville d'intégration, Nathalie? En fait, au départ, je suis ingénieure génie civil en France. Donc, j'ai choisi Haïfa parce que je voulais venir étudier au Technion au départ. J'avais une possibilité de me reconvertir en faisant une année d'études sur le Technion. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, cette ville, c'est une grande ville, on est près de la mer. Moi, j'habitais près de Marseille, donc la mer, la Méditerranée, ça me plaisait bien. Et elle est très active. Et en fait, donc, j'ai fait ces études, mais aujourd'hui, j'ai choisi un autre chemin. Mais au départ, oui, c'était ça. Et en fait, franchement, je me sens très bien ici parce que avec les transports en commun, à l'heure actuelle, j'étudie sur Tel Aviv, donc je suis 2 jours par semaine à Tel Aviv et ça se fait sans problème, quoi. En 1 heure, on est à Tel Aviv. J'ai une possibilité ici de vivre un peu moins cher que dans le centre d'Israël. Et donc, du coup, oui, au départ, c'était ça. Et vraiment, cette ville aujourd'hui me plaît énormément. Vous êtes tous fans de la ville apparemment. Séverine? Nous, on adore Haïfa. Donc nous, à la base, on est arrivés sur Haïfa parce que par rapport à la yeshiva de Rav Zini. Donc c'est exactement au niveau religion, c'est exactement ce qu'on recherchait. Au niveau aussi pour les enfants, les écoles, et on regrette pas parce que au Hachem, nos enfants sont dans les structures où vous voulez les intégrer. Voilà. Et en effet, nous avons un enfant qui suit le parcours Chenon Meyouchad. Il y en a un enfant qui est malentendant, donc il est dans une école. Franchement, on est ravis. On est ravis. Et puis lui, il est métamorphosé avec cette structure. Et en plus, c'est la seule école de tout le Nord. Elle se trouve à Haïfa. Donc il y a des gens de Hadera, des gens d'Aria qui viennent justement dans cette école-là. Je crois que vous avez un gilet Echad Hatzalah, vous aussi, il est sur votre chaise. Raphaël, pourquoi vous avez décidé d'être tous les deux apparemment bénévoles? Exactement. Vous êtes mariés femmes? Exactement. On est arrivés ensemble donc, il y a 10 ans en Israël, en août 2015. Et on a choisi donc le parcours de Haïfa parce que c'était vraiment ce qui nous correspondait. Et au niveau financier, on ne se cache pas que c'est une ville qui est vraiment accessible, quoi, par rapport à d'autres endroits en Israël où c'est vraiment beaucoup plus cher. La Kehila du Rav Zini, qui est vraiment un endroit
unique en Israël, je pense, on peut le dire, parce que c'est vraiment une Keïla qui est familiale, qui est accueillante, vraiment comme ils disent, Mechabkim Otrem. Vraiment, on a senti vraiment qu'on était accueillis, être embrassés par la chaleur de gens qui veulent nous intégrer en Israël. Ça, c'était vraiment un point qui était super important pour nous. Toi aussi, tu l'as ressenti, Nathalie, toi qui es arrivée... Et oui, moi je suis arrivée toute seule. Donc en fait, mes enfants, ma famille sont encore en France. Ils viennent me voir donc en vacances. Et c'est vrai que j'avais besoin. Et en fait, depuis que je suis ici, tous les Shabbats, quasiment tous les Shabbats, j'ai une famille qui m'accueille et c'est toujours ou l'un ou l'autre. Je me sens jamais seule ici. Et vraiment, cette yeshiva, elle est vraiment le Rav Zini, c'est une arche de Noé. C'est vraiment un endroit extraordinaire. C'est vrai, c'est vrai. Arche de Noé, c'est une jolie métaphore. Et en fait, on a reçu tellement en arrivant en Israël. On a reçu, mais comment dire, à Belidaï, qu'on peut plus, on ne sait pas combien on peut recevoir. Et à un moment donné, on est obligé de donner, on se sent obligé de donner, et en cherchant un petit peu à gauche, à droite, où c'est qu'on peut faire Itnadvout, où c'est qu'on peut faire du volontariat, et ça s'est présenté à la Yeshiva de Rav Zini, justement, des gens qui sont volontaires des Chodat Salah, des volontaires de United Salah, qui m'ont présenté, et ils m'ont dit, c'est pas grave, Tolé Khadash, tu parles pas hébreu, c'est pas grave, tu as le Ratson Tov, tu as la volonté, tu vas y arriver, et puis tu sais pas parler hébreu, tu vas apprendre à parler hébreu. Si tu as la volonté, on va t'aider et puis on va y aller ensemble. Et petit à petit, j'ai raté une fois l'examen, j'ai raté une deuxième fois l'examen, j'ai raté une troisième fois l'examen, c'était pas possible. J'étais désespéré. Un gars de Rav Yeshua, il m'a dit, écoute, Raphaël, moi aussi je suis au Khadash, ça se voit pas, mais il y a 20 ans je monte en Israël et je parlais pas français, je parlais pas hébreu. Et il y a des gens qui m'ont aidé. Et voilà, au bout de 20 ans, c'est moi qui t'aide maintenant. On va passer l'examen, tu vas passer Moed Dalet, c'est ce qui n'existe pas normalement. Tu vas voir que tu vas l'avoir l'examen. Et on a bossé comme des tarés profonds. Et on Hachem, j'ai eu l'examen haut la main. Et je tiens à préciser que c'est un des meilleurs bénévoles de Je ne suis pas le meilleur, je voudrais que... Il fait au moins presque 200 micrims par mois. Facile. Je ne fais pas beaucoup de micrims par mois. Il y en a qui font beaucoup plus que moi. Alors non, ce qui est vraiment important, c'est qu'on le fait ensemble. Après la tragédie de Méron en 2021, ma femme, elle faisait pas encore partie des Chodat Salah. Et elle a vu vraiment que c'était une grande famille Chodat Salah ou une United Salah où on était vraiment ensemble. Et il y a des gens qui prenaient de mes nouvelles que je connaissais pas du tout. Il y a une dame, elle m'a appelé, elle m'a dit comment tu vas? Et si elle là, tu étais à Méron, qu'est-ce qui s'est passé et tout. J'ai dit dis-moi, tu appelles chacun qui était à Méron. Elle m'a dit j'ai pris une semaine de congé pour appeler tout le monde qui était à Méron pour avoir de leurs nouvelles. C'était extraordinaire. Des gens du Chodat Salah qui sont venus me voir à la maison que je connaissais pas du tout ou très très peu comme ça de vue. Et ma femme, elle a vu ça, elle m'a dit, c'est impossible, mais comment vous êtes une famille extraordinaire, c'est jamais vu ça. Ils ont ouvert un cours et elle s'est engagée avec moi directement tout de suite après, quoi. Est-ce que c'est propre à Haïfa? Parce que je crois que toi, Chirel, tu fais aussi beaucoup de bénévolat. Oui, moi aussi, je fais beaucoup de bénévolat. J'aime bien, je me fais beaucoup de bénévolat plus avec des gens qui ont besoin de colis de manger. Je suis dans une amouta qui s'appelle Jorgmar. On prépare le matin des colis de manger et l'après-midi jusqu'au soir, tous les jeudis, on envoie à 350 familles de Haïfa. Il y a pas long, ça fait 2 ans que je suis là-bas. Il y a 1 an, je suis devenue une achraït, responsable au Gomar. Je suis la plus jeune responsable qu'il y a eu là-bas. À 14 ans, je suis rentrée. Ça fait bientôt 1 an et maintenant depuis toujours, tous les jeudis, je suis là-bas. Avant, ça m'intéressait pas du tout. Avec la guerre, je suis allée, j'aimais bien, je faisais beaucoup de bénévolat. Et j'ai aussi commencé à aller à l'hôpital Rambam, si vous connaissez. Oui. C'était les soldats? Les soldats qui se sont blessés à Gaza. Alors, on était avec leur famille, avec les enfants, on jouait avec eux pour que leurs femmes, eux, ils ont un peu de chofesh. Alors, pour elle, ça paraît normal, Nathalie, parce que voilà, on va dire qu'elle est arrivée petite, elle a grandi ici, elle est israélienne. Mais pour vous, quand vous voyez tout ça, toute cette entraide... Mais c'est pour ça qu'on est encore plus israélien. Vraiment, en fait, on se sent faire partie d'une famille. Et je trouve qu'ici à Haïfa, on ressent encore plus ce côté pionnier. C'est-à-dire que vraiment, on est tous très fortement intégrés. On est peu nombreux, en fait.
en tant que francophone. Et donc, on s'intègre un peu partout. On ressent véritablement cet Israël, cette terre qui nous accueille et vraiment ce peuple. Et au niveau des volontariats, moi, j'en organise aussi avec Sarel. Donc, en fait, on est plusieurs à aller à l'armée, en fait, aider à faire des paquets. Et on fait notamment aussi avec son papa. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui viennent un peu plus âgées, qui sont seules. Et du coup, elles étaient un petit peu plus angoissées. Et c'était important aussi qu'ils se sentent utiles. Et donc, du coup, ce volontariat, ça permet aussi de se sentir utile et actif au sein de cette guerre. Et du coup, ça permet de mieux la supporter. Comment ça s'est passé pour vous? Parce que je crois que vous l'avez dit, impacté pendant la guerre. Je crois que votre maison a été touchée. C'était le 15 juin vers 8h. Donc, on a reçu l'alerte. On est tous descendus dans le Miklat. Et d'un seul coup, on a entendu un boom au point que la voisine, c'est presque envolée. Voilà. Et on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. On savait que c'était tombé pas loin de la maison, mais on savait pas exactement où. Et comme nous deux, on est bénévoles, donc au sein de Yehuda Sala, on a reçu le Mikra dans le Miklat que c'est tombé sur Rehov à Galil. Donc mon mari m'a fait signe que lui sortait, donc il a pris son équipement et il est sorti. Moi, j'ai dû rester avec les enfants parce qu'ils avaient vraiment très très peur. Et en effet, quand on est sorti, on a vu donc c'était tombé, le missile était tombé juste en face de notre maison. Et chez nous, notre porte a été cassée, les vitres ont éclaté, et on a aussi une autre fenêtre qui ne s'ouvre plus jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que on a eu très peur. Donc mon mari, lui, il est parti directement sur le terrain. Moi, je suis partie plus tard. Et une fois que les enfants étaient plus calmés. Et je suis aussi bénévole à l'hôpital Beth Holim Carmel. Arrêtez pas, c'est une confrérie de bénévoles, les francophones. Voilà. Donc une fois par semaine, 4 ans, je suis bénévole à l'hôpital Carmel. Je fais les prises de sang, le lachasdam, les madadim, tout ça. Et c'est une passion, quoi. C'est aider les gens. D'ailleurs, les enfants, ils le voient tellement que ma fille, justement, aussi, elle a décidé d'être bénévole aussi. Elle prépare son diplôme de secouriste aussi, donc voilà. Alors, Shirel, évidemment, nous, ce qui nous intéresse aussi, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Haïfa. Alors, bien sûr, à travers vous, ils vont découvrir la ville. Mais est-ce que tu aimes cette ville au quotidien? Est-ce que tu sors? Est-ce que tu profites? Je peux te dire que moi, j'adore cette ville parce qu'on est dans Neve Sha'anan. On est une Kehila genre de daté. Alors, tu peux sortir et il va rien genre, se passer. Tu vas toujours voir genre, des gens que tu connais. Tu vas être avec eux, tu vas dire bonjour. Aussi, la mer, c'est à côté. C'est vraiment, on adore. On peut genre, de partout aller. On est les jeunes, tu sors le soir, il y a plein de jeunes. Le vendredi soir aussi, on sort. Où vous allez? On a casé comme un endroit où il y a tous les jeunes, le vendredi soir. À Rambam. C'est genre comme une école là-bas, mais genre tout le monde dans la cour. Et tu vois, tu peux voir des gens ils ont 12 ans jusqu'à 18 ans, genre tout le monde ensemble, tout le monde dit bonjour, tout le monde truc. Il y a des cours de Torah aussi le soir, et c'est bien, genre on est toujours pour. On n'a pas peur de sortir, quoi. On n'a pas peur de sortir. Ok, mais est-ce qu'on a envie de danser, de faire la fête, d'écouter de la musique? On peut. Il y a beaucoup de restaurants aussi à côté de Neve Sha'anan, même ici, on vient aussi beaucoup ici, à côté de la mer aussi. On aime bien, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs pour les jeunes. Et le sport aussi? Le sport aussi, oui. Moi, je fais aussi beaucoup de sport. Je faisais de la gym. J'ai arrêté il y a pas longtemps. Et je fais aussi du surf. Je surfe ici beaucoup. J'aime bien, ça fait 5 ans, comme ça. Et c'est vrai qu'on est en fait sur les contreforts du Carmel. Donc ici, on a énormément d'endroits magnifiques au niveau de tout ce qui est des paysages, des randonnées. On peut également aller donc du côté du lac de Tibériade. On peut aller un petit peu partout dans la Galilée. C'est vrai que ici, de partout, on trouve des endroits super pour pouvoir aller se balader, randonner, être dans la nature et se sentir bien. C'est ça qui t'a donné envie d'étudier C'est ça que j'aime. pour devenir guide, en fait. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que je suis en pleine reconversion complète. En fait, voilà, la cinquantaine, pour moi, ça a été un changement complet de vie. J'étais ingénieure et là, je suis en train d'apprendre de faire des cours, en fait, à Tel Aviv pour devenir guide touristique et pour pouvoir, en fait, partager mon amour d'Israël. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pour ça que j'étais venue, pour pouvoir découvrir Israël, marcher dans ce pays, connaître son histoire, connaître ses habitants. Et c'est ce que je fais à l'heure actuelle et je suis en lien avec beaucoup de personnes
personnes ici, en fait, avec les Olim Hadashim, pour pouvoir me permettre d'organiser des petites visites, parce que malheureusement, les gens qui arrivent, souvent, ils n'ont pas le temps de visiter le pays. Donc, du coup, que l'on puisse petit à petit faire des journées comme ça pour visiter, que je puisse leur faire ça, mais également avec des personnes qui sont encore en France, et leur dire venez, n'ayez pas peur, venez et venez voir comment c'est. Et je trouve qu'ici, sur Haïfa, on est proche de la terre, on est proche de la nature, on est vraiment proche de cet Israël-là qui est vraiment magnifique. On vous dit c'est loin, Haïfa, vous avez envie de leur dire quoi? C'est vraiment impraticable. Moi, quand je leur dis, quand ils me disent mais t'habites où? Je leur ai dit j'habite à Haïfa. Quoi? Je dis oui, Haïfa, vous savez, après Netanya, il y a aussi encore des villes. Et Haïfa, c'est pas le Liban. Les gens, ils pensent qu'après Netanya, il y a le Liban. Non, il y a aussi Haïfa, qui est une ville vraiment merveilleuse. Et nous avons, plus on n'est pas lâché en pleine nature. Il y a des gens comme Katie, comme Rivka Berebi, comme Ravzini aussi, qui nous aident énormément. Il y a des transports surtout, c'est ça l'idée, quoi, parce que c'est loin, mais on peut bouger. Mais bien sûr, on est à 1h30 de Jérusalem. Hein. On n'est pas du tout très loin. Hein. À chaque fois qu'on me pose la question, mais c'est loin, Haïfa? La réponse, c'est loin de quoi? C'est loin de rien du tout, en fait. Il y a tout ici. Il y a absolument tout, que ce soit au niveau pour sortir. Moi, je vois mes enfants, j'en ai un de 17 ans, une de 16 ans, qui est copine avec Chirel aussi, ma fille. Ils sortent. Ils sont, comment dire... Ils sont libres, on sent qu'il y a un esprit de liberté ou d'insouciance. Alors un peu moins depuis quand il y a la guerre, effectivement. Un petit peu moins quand il y a les azakotes et tout ça. Mais c'est vrai que ça dure quelques jours, quoi. On sent qu'il y a cette petite tension qui dure quelques jours. Mais après, ce vent de liberté, ce vent d'insouciance, il reprend tout de suite. On dirait qu'on a bridé un petit peu cette insouciance pour qu'elle reparte. Parce que quand Chirel part, j'ai l'impression de voir ma fille parler, en fait. On va de partout. Genre, je peux aller avec mes copines, je peux dire, viens, on va à Tel Aviv, on va aller, viens à Jérusalem. C'est pas très loin. On prend le train, un ou deux trains, on arrive en 1h, 1h30. C'est pas très loin. En plus, à Neve Shalom, comme tout Israël, il y a le Bnei Akiva. Je sais pas si vous connaissez. Moi, ça fait 6 ans que je suis une Chanicha. Et bientôt, là, l'année prochaine, je vais être monitrice. Demain, j'ai un séminarium pour apprendre aussi. Et Zéo, le Bnei Akiva, ça nous fait aussi tous les jeunes de Haïfa, de Noche. Je connais aussi beaucoup de jeunes de tout, des jeunes de Eilat, des jeunes de Tel Aviv, je peux les connaître parce que tous les sorties, c'est avec tout le monde. Alors je peux voir tout le monde, tout le ménage. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on vient à Haïfa qu'on est coupé du monde. Alors justement, moi, quand j'ai décidé de reprendre mes études, c'était justement, mon cours, c'était à Jérusalem, et j'y allais, et je revenais, et c'était tout à fait fin. Et j'ai eu mon diplôme à Jérusalem et tout s'est très bien passé. On est à 1h30 de transport en commun, il n'y a aucun problème. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est le logement. C'est facile de se loger ici, c'est accessible. Vous aviez l'air de dire tout à l'heure que oui. Ce qui est génial à Haïfa, et je trouve beaucoup de superlatifs sur Haïfa parce que vraiment j'aime beaucoup cet endroit. Pour moi, c'est là où vraiment j'ai eu le coup de cœur, quoi. C'est quand je vois mes enfants qui sont en plein développement personnel et qui vraiment ils ont pris racine vraiment ici. Et quand on a parlé l'autre jour de déménager, mes enfants, je t'en ai parlé à rigoler à table. Les enfants me disent quoi? On va quitter Haïfa? Mais c'est hors de question. Je reste chez Papi et Mamie, moi. Papi et Mamie, ils habitent à Haïfa. Moi, je reste chez Papi et Mamie. Vous allez où vous voulez. Moi, je bouge pas d'ici. Hein. Et hop, un deuxième, il a dit ça aussi. Un troisième, il a dit ça. Mais c'est pas possible, mais ils veulent tous rester à Haïfa. Bon, alors si on déménage que maman et moi, c'est pas possible. C'est dur de trouver un appart ici. Moi, je trouve que c'est l'un des atouts principaux de Haïfa. Moi, j'ai vendu ma maison en France et j'ai cherché sur le centre, j'ai cherché vers Netanya, vers Jérusalem, un peu partout. Très clairement, pour un prix équivalent, on a quelque chose de beaucoup plus agréable, plus grand, mieux placé dans de meilleurs quartiers à Haïfa que dans tout le centre d'Israël. Donc ça, c'est aussi le bon côté. Le niveau, la qualité de vie à Haïfa est bien meilleure avec un prix des logements et un prix des loyers, qui reste fort. C'est vrai que quand on vient de France, on se dit waouh, c'est quand même très cher. Ça fait partie de ce qui est le plus cher en fait ici. Mais pour autant, ça reste quand même beaucoup plus abordable que sur le centre du pays. Et donc moi je trouve que notamment pour des Olim Hadashim qui arrivent avec au début quand même
même des moyens un petit peu plus difficiles, enfin un peu plus limités, je trouve que justement aller choisir des villes un peu plus dans le nord, bon nous on parle de Haïfa, mais il y a aussi Naria, il y a aussi Hadera, il y a d'autres villes et c'est bien parce que du coup on s'intègre vraiment dans le pays et avec des loyers qui sont quand même beaucoup plus raisonnables et qui nous permettent d'avoir des niveaux de vie qui sont plus corrects. Hein. Un point qui est génial à Haïfa, de partout où on habite, on voit la mer. Il n'y a pas un quartier front de mer comme on pourrait habiter dans certaines villes. La ville est plate, donc on n'a qu'un quartier de front de mer. À Haïfa, on a la mer de partout. Qu'on soit au nord, au sud de Haïfa, qu'on soit en plein centre-ville, qu'on soit de partout, il y a toujours un coin où on la voit, la mer, d'un point de vue différent. Et c'est ça qui est joli aussi parce que ça apporte son charme. On habite à Hadar, on voit le port. On habite à Neve-Shalom, on voit là, comme ça. On voit aussi le Carmel, la montagne du Carmel, c'est magnifique. Si je vous comprends bien, vous recommanderiez cette ville à des nouveaux immigrants 100%. Et au niveau de tout, est-ce que c'est vraiment pratique pour s'intégrer, pour apprendre l'hébreu, pour Ce qui est bien justement dans cette ville, c'est qu'on est entouré aussi d'Israéliens. Donc on parle toute la journée, moi je parle toute la journée hébreu. Je travaille qu'avec des Israéliens. La yeshiva de Razini, il y a aussi énorme. Toutes mes amies sont israéliennes. Et je suis dans tous les groupes WhatsApp israéliens. On ne parle hébreu que le matin, midi et soir, exactement. Elle a très raison parce que moi, je suis arrivée à 4 ans et je peux te dire en moins de 2 ans, genre, je parlais hébreu. J'ai que des copines israéliennes, j'ai pas une copine française. Genre, de partout, genre, je parle mieux hébreu que genre français. Parce que je suis arrivée à 4 ans, genre, de partout, j'ai appris vite. Genre, je suis vraiment israélienne, genre, je suis devenue israélienne. Avec de partout, c'est israélien. Si tes deux parents sont pas. Même si mes deux parents, ils sont français, moi aussi, je suis française, genre, un truc. À Valais-Ken, ouais. Et il faut qu'on parle aussi de Rivka. On a la chance d'avoir ici une projectorite qui est notre maman à tous, vraiment, qui prend soin de nous, qui nous aide, qui est présente au téléphone, qui vient nous voir, qui vient tout le temps, et pas seulement pendant les 6 premiers mois, pendant 10 ans, elle est là, toujours. Et ça, c'est super important aussi, parce que avoir quelqu'un qui reste présent, qui soit avec nous, avoir également les familles qui nous reçoivent Shabbat, avoir toute cette entraide qui existe ici, c'est essentiel, surtout quand on arrive. Et ça, je trouve que c'est pas vrai dans tous les pays, surtout, enfin, dans toutes les villes. Quand il y a des grandes villes comme Netanya, parfois on est un peu perdu. Ici, on a des petits quartiers où on peut se retrouver et on a véritablement une femme qui est extraordinaire, Rivka Berebi, et qui nous aide énormément. Bon, alors en gros, vous vous sentez bien ici, beaucoup mieux qu'avant d'arriver. C'était une réussite cette ville. Alors on est arrivé, on est un petit peu, vous savez, comme le petit poussin qui sort de son œuf là, qui est un peu ébloui par le soleil, tu vois. Un peu ébloui par le soleil, il n'arrive pas à ouvrir les yeux, il est un peu fragile comme ça. Tu sais, le petit poussin comme ça là, qui vient de sortir de son œuf, le petit oisillon, qui est tout fragile comme ça. Et vraiment, tout est difficile au début parce que là on l'a, mais on l'a pas vraiment. Le slang, les petites expressions israéliennes, ne serait-ce que ta vie est à loose. Loose, moi je recherche dans le dictionnaire loose, je vois noisette. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte avec les noisettes? Il me parle de l'emploi du temps ou il me parle des noisettes? Et en fait, le temps que je comprenne qu'il parlait d'emploi du temps, Loirzman, pas loose. Tu sais, mais il est passé à autre chose, les gars, tu vois. Et en fait, le temps qu'on comprenne cette culture israélienne, ça met des mois, ça met 1 année, 2 années, jusqu'à qu'on commence un petit peu à s'intégrer finalement, quoi. On commence à se sentir vraiment israélien au bout de 2-3 ans. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, à force de se confronter dans le bon sens de la confrontation, on est tous les jours, on parle hébreu, on pense en hébreu. Nos enfants, à la maison, on parle français encore, mais entre eux, ils parlent hébreu, quoi. Ils se disputent en hébreu. En tout cas, moi, je crois que je vous crois sur parole parce que quand on a lancé l'idée de cette émission de venir vous voir à Haïfa, eh bien, il y a eu beaucoup de réponses. Il y a des gens qui n'étaient pas forcément prévenus. Ils ont dit, si, on vient. Donc, on va leur laisser la place. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous. Merci de nous avoir si bien parlé de la ville. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Et voilà, ils nous ont rejoints. Alors, certains sont là depuis 1 an. Certains viennent du Maroc, comme Barbara. Bienvenue, Barbara. Ça fait 5 ans, je crois que tu es là. 5 ans que je suis là, oui. Raphaël Yadan, toi, tu viens d'arriver. Il y a 1 an. Rivka. Moi, ça y est, ça va, on va fêter 10 ans. Alors, évidemment, la question que j'ai posée à ceux qui étaient là juste avant vous, c'est pourquoi vous avez choisi Haïfa? Barbara, Haïfa, le Maroc, ça n'a rien à voir? Je pense pas, il y a quand même des avantages. On a la mer, on a le soleil, on a... moi, c'est mes enfants qui nous ont fait venir. Ils sont venus après le bac parce qu'à 17 ans, le bac au Maroc, on peut rien faire.
Donc, il faut essayer de trouver un endroit où aller. Ils étaient français, donc ils avaient envie d'aller à Paris. Et moi, je leur ai dit, quittez le Maroc pour aller en France, on ne viendra jamais. Donc, vous essayez d'abord Israël. Et si vous n'aimez pas Israël, vous aurez encore l'option d'aller en France. Donc, mon fils m'a dit, c'est ou le Ternion ou rien. Donc, il est venu au Ternion. Il a pu avoir la prépa du Ternion. Il a réussi. Il était très angoissé à l'idée de rentrer au Ternion. Et finalement, il a connu tout un groupe de Français avec qui il a pu travailler. Ils se sont vraiment resserrés tous au niveau des études et tout. Et il a adoré. D'ailleurs, c'est qu'il lui a fait rencontrer sa femme. Parce que une de ses étudiantes avec qui il travaillait, il l'a épousée 2 ans après. Voilà, bravo. Et c'est une joie pour nous. Et il a fait venir son frère qui a 1 an d'écart, qui est venu l'année d'après. Il lui a dit, on a trouvé une yeshiva de Rav Zini qui est magnifique à Haïfa, qui va te plaire. Et ils font l'armée après. Il sait tout à fait ton profil et tout, il faut que tu viennes. Donc il l'a suivi, et voilà. Il nous l'a suivi derrière. Et on est très heureux. On est venu en pleine année du Covid, en avion privé par miracle pour quitter le Maroc parce que c'était impossible d'y venir. Et on a pu venir, on a marié nos enfants la même année, à 6 mois d'intervalle. Et on a décidé de plus retourner au Maroc. Qu'est-ce que vous aimez à Haïfa? Alors j'aime déjà les gens, j'aime la mentalité. On est un petit groupe de francophones, mais mélangés avec des Israéliens, des Américains, des Sud-Américains. Il y a vraiment de tout, c'est très éclectique. Et il y a une communauté donc très accueillante. Moi, je me suis très vite intégrée. Je cherche la Torah où qu'elle soit, donc j'appartiens pas à un groupe. Je fréquente aussi bien la synagogue de Rav Zini, la yeshiva, avec les Israéliens, avec tout le monde, et aussi la synagogue des Français, avec d'autres francophones et tout. Donc j'adore cette variété-là et les différentes personnalités de chacun. Alors, il ne faut pas croire que Haïfa n'est qu'une ville religieuse. Raphaël, c'est intéressant parce que toi, tu es venu ici, mais tu n'es pas du tout religieux. Oui, moi, je suis ce qu'on appelle le Chilonite. C'est pas la yeshiva du Rav Zini qui t'a attiré? Non, moi, c'est vrai que justement, Haïfa, ce qui m'a attiré, donc pour répondre à ta question, moi, j'ai commencé mon avenir dans un kibbutz qui est pas loin de Haïfa. Et en fait, à la fin du kibbutz, j'avais déjà trouvé une coloc à Tel Aviv. Et je suis allé voir une amie qui est à l'Ulpan Etzion et à Haïfa du coup et je suis passé un petit week-end, un Shabbat. J'ai encore ce petit côté de français de dire un week-end, mais donc j'ai passé un Shabbat à Haïfa où on s'est promené, on a fait un peu la fête, tout ça. Et c'est vrai que moi en Israël, je voulais une ville qui soit pas religieuse. Bon, en Israël, tu as 3 grandes villes, Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa. Tu retires Jérusalem pour le côté quand même pas religieux. J'ai resté Tel Aviv et Haïfa. Et c'est vrai qu'il y a un truc que j'aime bien à Haïfa et ce qu'on disait, c'est que j'adore Tel Aviv. Tous mes amis sont à Tel Aviv d'ailleurs, mais c'est une bulle qui est très internationale où en fait je sais que si j'allais à Tel Aviv directement, j'allais parler français, j'allais parler anglais et j'avais d'abord envie de m'intégrer dans une ville très israélienne. Et en fait c'est ça que j'adore à Haïfa, c'est que là dans mon quartier c'est quand même assez laïque. À 2 rues, c'est des religieux. À 3 rues, tu as un quartier arabe. Tout est mélangé, tout est cosmopolite. Et c'est très... Ouais, voilà, et en fait, à Shabbat, pour moi, tout est ouvert. Enfin, dans certains quartiers, tout est ouvert. Combien de temps ça fait que tu es là? À Haïfa depuis janvier, sinon ça va faire 1 an dans 2 jours. Je te souhaite un très joyeux anniversaire d'Alia. Merci. Alors, Rivka a pas 10 ans. Tu es venue pour peut-être d'autres raisons? De base, on n'était pas spécialement sionistes. J'étais pas spécialement attirée en Israël. J'étais très proche de la famille. On habitait à 2 pâtés de maison de ma mère, de ma belle-mère, de mes belles-sœurs. Et au final, je saurais même pas dire quelles ont été les raisons. On a été comme portés sur un nuage. Et on a été aussi portés par Shalom Var. Et franchement, 10 ans après, là, ça va faire 10 ans. Je regrette pas une seconde. On a un groupe, ce que je dis, c'est que Baruch Hashem, on a des amis qui sont pour moi aussi importants que la famille. Qu'on s'est, nous, construit énormément. C'est-à-dire la personne que j'étais il y a 10 ans n'est plus du tout la même que celle que je suis maintenant. On a pris en assurance, on a pris du galon, on a grandi. Franchement, je suis hyper fière mais de notre parcours à tous. Et je me dis que voilà, il y a beaucoup d'entraide. Et vraiment, il y a pas longtemps, j'étais en train de me dire, je fais un Cheshbon Nefesh des 10 ans plus tard. Et je me dis, mais en fait, c'est fou. C'est comme si on était 2 personnes différentes, quoi. T'as vraiment beaucoup galéré, faut le dire. Énormément. On peut raconter un petit peu les galères. C'est pas parce qu'on a la plage, etc. Je suis arrivée à un moment donné à un stade où je voulais rentrer en France. Je crois qu'il y a de ça peut-être 6 ans.
il y a de ça 6 ans, c'était très compliqué parce que... non, 7 ans, je sais plus exactement combien de temps. Mais en fait, mon mari était dans les assurances. Moi, j'étais diététicienne en France. Et ici, il fallait reprendre tout depuis le début. Donc, lui, il a dû refaire ses études. J'ai dû faire mon équivalence, retourner à l'université. Là-bas, c'était pas du tout facile parce que j'ai été confrontée à des anti-religieux, chose que je pensais impossible. Et puis même pas que ça, la langue. Je me souviens encore que j'allais à l'université. J'allais voir les groupes et je leur disais, est-ce que je peux m'intégrer dans votre groupe? Est-ce que je peux venir? Non, désolé, on est complet. Non, désolé, c'est déjà pris. Et je me disais, bon, c'est pas grave. Allez, vas-y, retrousse tes manches et tu y vas. Et ça a été très dur de passer le diplôme. Je faisais... Alors, j'ai passé le diplôme. À côté, je travaillais. Une fois que j'ai eu mon diplôme, on m'a pas du tout ouvert les portes parce que c'était... faut d'abord que tu aies de l'expérience et après, tu commences. Mais laissez-moi déjà ma chance. Laissez-moi déjà commencer. Donc, j'ai eu un moment où je faisais 4 jobs en même temps. Et c'était très dur parce que j'étais très peu à la maison, parce que c'était beaucoup de tension, parce que les enfants étaient en bas âge et qu'ils étaient énormément... ils réclamaient énormément de notre part. Parce que mon mari devait reprendre ses études en même temps que niveau Parnassa, ça coulait pas, il y avait rien en fait. Ça a été vraiment beaucoup de moments de tension, très difficiles. Et j'ai dit à mon mari, stop. Et j'en venais à un moment donné à mal parler d'Israël. J'étais là à mon mari en train de dire, franchement, ça me gonfle, ça me saoule, je veux rentrer en France, je veux revoir la famille, je veux la facilité, j'en ai marre. Oui, je veux la famille. Mais je me souviens en France, je fermais la porte le matin. Je revenais le soir, la maison elle était nickel, le linge il était repassé, tout était fait, chose qu'il n'y avait pas, il fallait tout faire ici. Donc ça a été une période très dure, très très dure. T'as beau avoir la plage, le soleil, les amis, il y avait un moment donné où je disais stop, je suis à bout de force. Ce qui fait que tout a changé. En fait c'est très marrant, mais vraiment, mais comment le bon Dieu il est présent, mais c'est hallucinant. En fait j'ai commencé... à travailler comme secrétaire médicale à la Clalit. Je me souviens que on m'avait mis un coup de pression en disant de toute façon t'as pas de travail, tu galères, tu trouves pas un job comme diététicienne, commence comme secrétaire médicale. Je fais mais quel rapport? J'ai bossé comme pendant plus d'1 an et demi pour avoir mon diplôme pour finir secrétaire médicale. Franchement non, c'était un peu comme si je renonçais. Et là on m'a dit écoute, mets un pied dans la Clalit, peut-être que ça va t'ouvrir les portes. Et en fait, quand j'ai fait mon entretien d'embauche, je suis tombée sur une femme, au début pas très agréable, quand je lui ai dit, voilà, mon objectif, mon aspiration, c'est travailler comme diététicienne, elle m'a dit, écoute-moi bien, on t'embauche comme secrétaire parce que tu parles français, ne commence pas à croire à autre chose, ça sera secrétaire et rien d'autre. Et j'ai dit, c'est pas grave, allez, vas-y, je commence. J'ai commencé, ça a été très dur. Il faut savoir que quand tu as un accent français, très souvent, on te prend pas au sérieux. On te prend un petit peu pour la potiche de service, pour la meuf qui comprend rien. Ça a été très difficile, mais Baruch Hashem, je suis tombée sur une cévette, mais en or. Et je me rappelle que c'est à cette époque-là où j'avais une gynécologue qui m'a dit, écoute Rivka, j'ai besoin, ma secrétaire médicale va être en congé maternité, j'ai besoin d'un remplacement, est-ce que tu peux? J'ai dit, mais ça correspond pas, je travaillais à la mairie, je faisais du livouille à la mairie, je travaillais comme secrétaire médicale à la Clalit. Là, on me demande d'être secrétaire pour une gynécologue à côté. Et les filles de la Tsevet m'ont dit, on s'en fout, on change nos horaires de façon à ce que les horaires soient stables, plutôt gmichotes, flexibles pour toi pour que tu puisses travailler là-bas. Donc je travaillais aussi là-bas. J'avais commencé. En fait, faut dire oui à tout, c'est ça ce que tu es en train de dire. Franchement, oui, faut dire oui, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je m'étais plus écoutée, j'étais épuisée. Et là, c'est pour ça que j'ai envie de te dire, les portes se sont ouvertes. C'est qu'un jour, je me rappellerai toute ma vie, je commençais à recevoir des patientes en privé. Et un jour, j'ai une des médecins de la Clalit qui vient me voir et me fait « J'ai pas compris la Rivka. Il y a une patiente qui est en diabète gestationnel. Je lui ai demandé d'aller voir une diététicienne. Elle m'a dit qu'elle a été suivie par toi. Mais t'es diététicienne ?» Je lui ai dit « Bah oui, je suis diététicienne. » Elle m'a dit « Mais attends, mais t'as ton diplôme israélien ?» Je lui ai dit « J'ai mon diplôme français israélien. » Elle m'a dit « Alors écoute-moi bien. Moi vivante, moi ici, il est hors de question que tu continues sans être diététicienne. » Elle a tenu parole. Elle a envoyé pour moi, elle m'a demandé mon CV en hébreu, elle les a envoyés, elle a inondé les boîtes mail de la Clalit. Et peut-être 2-3 mois après, j'ai une jeune femme qui m'appelle, Keren, je me rappellerai toute ma vie, et qui me dit Rivka, bonjour, je suis Keren, Rakezet Dietanit. On m'a beaucoup parlé de toi, je voudrais te faire un entretien d'embauche. Mais alors la seule date de disponible que j'ai, c'est Pourim. Et là, je regarde, je fais ah non, pas Pourim, non sérieux. Je dis vous avez pas une autre date? Elle dit non, je pars en vacances, c'est la seule date de disponible. Je fais bon vas-y, ok, tu sais quoi, je viens.
Je débarque à Purim, déguisée, avec un Mishloach Manot. Je dis, je m'en fous, je joue le jeu jusqu'au bout. Et là, elle me pose toutes les questions sur mon parcours et je m'ouvre à elle. Je lui raconte tout, les difficultés, les parcours, ce par quoi je suis passée, tous les métiers que j'ai fait, parce que je crois que j'ai fait je sais pas combien de métiers. Et elle finit, elle me prend dans ses bras, elle pleure et elle me dit « Bienvenue dans la Mishpacha de la Clalit », sans même réfléchir 2 secondes. Et là, c'est là que les portes se sont ouvertes. Alors, ça n'a pas été facile du tout parce que j'ai eu plein d'embûches. Mais ça a marché. Mais non seulement ça, mais j'ai des gens extraordinaires autour de moi qui sont d'une bienveillance. C'est simple, je n'ai jamais vu des patrons, mais aussi bienveillants. Ouais, mais parce que quand même, quand t'entends ça, quand on t'entend, tu t'es accroché, quoi. Ça te fait quoi d'entendre ça, toi qui viens d'arriver? Ça te fait peur ou ça te rassure un peu? On m'a dit dès le début que ça allait pas être simple. Mais non, bon, de toute façon, tu arrives dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture, dans un nouveau tout. Hein. Donc, incroyable quand même. Oh non, mais l'histoire est incroyable, il n'y a rien à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, tout le monde me l'a dit depuis le début. Crois pas que c'est que le Méditerranée, quoi. En plus, moi, j'ai commencé à venir en Israël avec Taglit, en tant que participant, puis en tant que madrire. Et justement, on m'a dit, bon, fais pas non plus l'erreur, quand tu fais l'Aliyah, t'es pas en vacances. Quand tu viens en Israël, à chaque fois, tu prends des groupes, c'est la fête, tout ça. Là, je viens pas pour faire la fête, je viens pas pour les vacances. Donc, oui, non, je me doute bien. Bon, j'espère que ce sera quand même plus simple. Je le souhaite, on te le souhaite. Toi aussi, Nathalie, ça te touche d'entendre entre pareil, quoi. Même l'histoire de Barbara, enfin, toutes ces histoires qui se mélangent, qui sont folles, quoi. C'est vrai qu'on recommence ici à zéro. Et c'est vrai qu'au début, ça peut être un peu perturbant. Parce que moi j'étais aussi ingénieure génie civil. Comme j'avais travaillé en tant que fonctionnaire territorial, j'avais 3 enfants et j'avais travaillé 30 ans. J'ai pu prendre en fait une retraite anticipée qui m'a permis en fait d'avoir un petit revenu et donc du coup de faire ces nouvelles études. Et en même temps, en fait, je suis aujourd'hui ici auto-entrepreneur, donc passé de fonctionnaire à auto-entrepreneur en Israël. Et en fait, j'ai un petit Airbnb chez moi, c'est-à-dire que comme j'ai une grande maison, j'attends peut-être, si Dieu veut, mes enfants un jour. Mais en attendant, je loue des chambres chez moi. Et donc, des familles de la Keila ou des personnes qui arrivent la première semaine quand on arrive en tant qu'Oleradash, je les accueille à la maison. Ça me permet aussi de discuter. Ils sont pas seuls, ils sont pris en charge. Il faut rebondir sans cesse, c'est tout. C'est ça le secret? Tout le temps. On a en nous ces capacités-là. Et on est amené à les modifier, on est amené à faire des choses nouvelles, mais on garde cette force en nous et on a véritablement des portes qui s'ouvrent. Bezrat Hashem, on a véritablement quelque chose qui s'ouvre quand on arrive ici avec la bienveillance et la bonne volonté et vraiment la volonté de s'intégrer en Israël. C'est quoi d'être retraitée ici, Barbara? Eh ben, écoute, moi, je suis retraitée sans l'aide vraiment. Je suis une grand-mère, donc je suis là. J'ai pu avoir la chance de réunir mes 3 enfants. Ma fille a fait aussi son alia aussi de New York avec ses 3 enfants, son mari et ses enfants. Donc, je m'occupe beaucoup aussi. Je suis très disponible pour chacun. J'ai ma maman aussi qui est là, que j'ai ramenée de Natania. Donc aussi, elle est très présente à mes côtés et tout. Je peux m'en occuper. Mais j'aime tellement le relationnel que j'étais dans l'enseignement au Maroc. J'étais à la mission française en tant qu'institutrice. Et là, j'ai dit, le français ici, je voulais pas encore reprendre l'enseignement avec les enfants parce que j'ai dit, des grandes classes comme ça et tout, peut-être à mon âge, c'est un peu difficile. Je me suis convertie dans l'enseignement pour adultes. Donc, je donne des cours de français à l'université Ptoucha de Haïfa, en des ulpan de 15 semaines, comme ça, 1 fois par semaine, 3 heures à chaque fois d'ulpan. Et je donne aussi à Barouchi, c'est un centre culturel, où il y a beaucoup d'Israéliens qui sont très intéressés par la culture française, la chanson française, qui veulent même faire des voyages en France. Ils aimeraient que je les accompagne en France pour aller visiter. Et donc, je rencontre des gens de tous âges, de tout niveau social, de toute fonction. C'est vraiment très enrichissant de ma part, pour ma part, je veux dire. Et j'arrive à m'occuper 1 fois par semaine non-stop. La journée du mercredi est très chargée, de 9h du matin à 8h du soir, mais c'est ma passion. Quand on entend Barbara, Nathalie, Rifia, toi qui viens d'arriver, est-ce que tu te projettes à Haïfa ou l'appel des sirènes de Tel Aviv va réussir à t'avoir? Où est-ce que je serai dans 1 an, 2 ans? Je suis quelqu'un qui a la vadrouille. Donc ça se trouve, je pense qu'à un moment ou l'autre, je vais faire comme tous les Israéliens. Je vais aller faire un petit voyage 1 an plus tard. Mais je sais que je reviendrai. Mais dire où je suis dans 2 ans,
Déjà, je sais pas où je suis dans un an. Donc, impossible de dire. Mais c'est vrai que Haïfa est une ville qui est très sympathique. Mais tu continues à travailler. Je crois que tu es venu avec un travail de France, en fait. En fait, moi, en France, j'étais prof et j'avais mon entreprise dans le marketing digital. Alors, prof à distance, les billets d'avion sont un peu chers en ce moment. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai laissé tomber le côté prof et je me concentre sur mon activité dans le marketing digital. Voilà. Ce qui est assez agréable parce qu'on peut travailler de partout. C'est quoi votre spot préféré, Rivka? L'endroit que tu préfères quand tu as envie de détendre? D'abord, j'adore le sport. Tout ce qui est sport, je kiffe. Donc, ça va être soit la salle de sport, ça va être soit marcher dans la nature. Il faut savoir qu'on a une forêt exceptionnelle. On a la plage. On a tout, en fait, ici. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que on va avoir envie, Stam, d'aller se faire un cinéma. Tu vas au Kenya, tu vas avoir envie de nature. Tu as une tonne d'endroits que tu peux visiter, que tu peux voir. Tu peux faire de la marche pendant des heures. Tu te lasses pas. Tu peux aller ici, tu arrives à la grotte d'Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire tu allies la nature, tu allies la marche, le sport, tu allies le date, la religion, parce que tu peux aller prier là-bas. J'ai fait la brit mila de mon fils à la grotte d'Eliyahu Hanavi, mais c'était exceptionnel. On a tout ici, mais vraiment. Est-ce qu'on peut manger cachère? Parce que apparemment, on mange cachère et on a une tonne de restaurants. On est en train de discuter sur ça. On a pléthore de restaurants. On a le Saïla, on a Ol Shalchieli, on a Tirata Carmel, le Rosso. En fait, on en a une tonne, Baruch Hashem. Et des fois, par exemple, j'étais à Tel Aviv il y a pas longtemps, mais comment j'étais déçue. J'ai cherché un restaurant cachère, mais il n'y avait pas à proximité. On a dû faire je sais pas combien de kilomètres. Bah, là où j'étais, en tout cas, on est parti voir une Hatsaga. Là où j'étais, il n'y avait rien. Et j'ai dit, mais en fait, à Haïfa, on manque de rien. On a tout ce qu'il faut, Baruch Hashem. Donc, j'étais super contente. pour tous les goûts. Il y en a pour tout le goût. En tout cas, pour ce qui me concerne. Moi, avant le Maroc, je peux vous dire, j'étais à Nice aussi. Et j'ai passé 23 ans à Nice, 23 ans au Maroc. Et là, donc, ça fait 5 ans ici. Il y a beaucoup de similitudes entre la France, la Côte d'Azur et Haïfa. On peut avoir la montagne pas loin, la campagne pour les pique-niques, la mer, des paysages tellement variés. On peut se promener n'importe où. Il y a des sites, on a accès à beaucoup de tioulim partout. On n'est pas loin du Golan. On va à la mer Morte facilement. On peut se balader en tant que retraité. Voilà, ça aussi, c'est l'avantage. On se lève le matin, on se dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et forcément, il y a de quoi faire. Il y a les vignobles, on est très vin et fromage. Alors, dans toute la région, aux alentours, c'est un régal. Et tout en cachère. Et Très chouette. c'est très, très chouette. Voilà. Moi, mon endroit favori et mon moment favori, c'est le vendredi après-midi, ici, sur la plage. Et je trouve que cette plage ici, en fait, elle est très familiale. On rencontre des gens un petit peu qui viennent de tout, qui s'installent. Et vraiment, on peut se mettre tous les vendredis après-midi, se reposer de la semaine pour accueillir Shabbat. Et souvent, on s'y rencontre aussi avec les enfants. Et vraiment, sans rien dépenser, c'est quelque chose de gratuit. Il y a des endroits magnifiques. Et moi, vraiment, avoir cette proximité avec la mer et avec la nature aussi facilement sur Haïfa, c'est ce que je préfère. Alors, je suis obligée de vous poser la question parce que vous habitez dans le nord du pays. Le nord du pays a subi malheureusement beaucoup depuis la guerre, depuis 7 octobre, la guerre avec le Hezbollah, l'Iran. Comment vous avez vécu ça? Alors oui, pendant la guerre, on a subi un traumatisme, je peux le dire comme ça. Il y a eu un missile qui est tombé vraiment pas loin de la maison. Et en fait, on a eu la hatra juste avant et on avait à peine quelques minutes pour rentrer. Alors il faut savoir que nous, on n'a ni mamad, ni miklat. Alors, on a eu des voisins exceptionnels qui sont venus nous voir le vendredi où il y a eu le début de la guerre de l'Iran, qui nous ont dit écoutez, nous, on a chacun un mamad. On vous met à disposition le miklat, on l'a vidé et il est pour vous. Et Baruch Hashem qu'on avait, parce que quand on a eu les Hazakot, on n'avait pas où aller. Heureusement qu'on avait cet endroit-là. Le soir où il y a eu le til à côté de la maison, on avait, mais vraiment, genre, même pas 2 minutes pour s'organiser. Et en fait, j'ai vu dans la rue des gens qui couraient dans tous les sens. Je leur ai dit, venez par ici, il y a un miklat. Le temps de faire rentrer tout le monde dans le miklat, j'ai fermé, moi, la porte du miklat. J'ai été comme projetée en arrière par le missile. Donc, déjà, ça m'a fait assez peur. Et quand on est sorti de là-bas, il y avait un incendie qui s'était déclaré, en fait. Il y a le missile qui est tombé. Juste après le missile, il a déclenché un incendie. Et ce qui était très frappant, c'est qu'on a vu les immeubles dans un état, mais ça, c'était impressionnant. Il y a eu toutes les voitures qui étaient complètement cramées. Il y a eu pas seulement un immeuble, mais plusieurs immeubles qui ont été mais complètement soufflés, en fait.
Et pas seulement cette rue-là, c'est-à-dire que les rues qui étaient à côté, même notre maison, à nous, quand on est rentré à la maison, c'est simple, toutes les vitres sont sorties de leur misgueret, de leur cadre. Et il y a un peu de la tikra du mur, du plafond qui a un peu déboulé comme ça. Et ça a été assez traumatisant pour les enfants, pour moi aussi. C'était un peu, moi qui suis un peu, on va dire pas inconsciente, mais on va dire que j'ai pas très peur, que ce soit pour le corona, j'étais la première à être dehors sans masque. Bon, c'était peut-être pas apprécié à l'époque, mais je m'en foutais. Même là, pendant la guerre, j'étais la première à pousser les enfants en disant « Allez, on s'en fout, on sort, allez, venez, on bouge ». Mais c'était très dur parce que tu pouvais pas aller à la mer, c'était dangereux. Tout était fermé. Je me souviens d'un jour, on est parti au Kenya, on a dit « On s'en fout, on bouge ». C'était noir, tout était fermé, le masgan était éteint, les escaliers, tout était sombre, il y avait personne. On avait l'impression d'être dans un endroit fantôme. Et pas seulement ça, c'est-à-dire que en fait, tu as commencé à ressentir la peur, à te dire mais ça arrive pas. Et puis tu entends les gens blessés, les gens qui sont morts, donc tu dis ça n'arrive pas, ça peut nous arriver. J'ai Baruch Hashem 5 enfants, je me dis j'ai la responsabilité de mes enfants. Et puis tu te lèves en pleine nuit, tu sais que les enfants ils sont à demi endormis, qu'il faut les secouer. J'avais ma voisine d'en bas, son mari était en milouim, maman de 2 enfants en bas âge qui vient me voir, qui me dit Rivka, je t'en supplie si c'est la nuit, est-ce que tu peux me prendre un des enfants parce que mon mari n'est pas là, il est en milouim. T'entends ça te fait quelque chose quand même en fait. Donc ça a resserré les liens dans la ville, Barbara. Moi complètement, je l'ai vécu aussi très. Je suis pas une maman angoissée d'habitude, mais j'ai mon fils qui est en milouim pendant 2 ans. Il a laissé pratiquement en faisant des allers-retours sans arrêt. Sa femme avec 2 enfants, 2 bébés, et eux aussi n'avaient pas de miklat, de mamad, donc il fallait descendre au miklat à chaque fois. Et je leur ai dit de venir à la maison parce que nous, grâce à Dieu, on a un mamad. On a passé des semaines comme ça à la maison et c'était des fois des 40 minutes, 50 minutes parce que ils nous disaient de rester dans le mamad. Donc ça, déjà, il faut tirer un chapeau à toutes ces femmes qui ont vécu seules pendant toutes ces années, ces 2 ans de guerre. C'était très difficile de s'occuper des enfants, malgré le soutien des parents, des grands-parents, des trucs, mais elles ont assumé tout toutes seules. Les maris angoissés de les savoir seuls aussi. Et il y a une solidarité dans toute notre communauté. Quand ils avaient besoin de repas pour tout le monde, pour les soldats, d'envoyer des gâteaux, d'envoyer des chalotes, tout le monde s'y mettait. Là encore, dernièrement, il y avait toute une équipe de Pikuda Oref qui était dans un endroit, 80 soldats, qui recevaient que des sandwichs parce que ils étaient là sans structure et tout. En 5 minutes, on a pu récolter une somme d'argent dans toute la communauté. On leur a envoyé des repas pour Shabbat et une fois dans la semaine pour 80 soldats par des traiteurs. Et vraiment, on sent cette solidarité et on l'a vécu comme ça. On a pu passer cette épreuve en espérant que ça ne revienne pas et qu'on arrive à la fin de cette guerre. Elle a fait beaucoup de dégâts parce que nos enfants ont vu beaucoup d'amis partir. Et c'est le côté très dur quand ton fils vient te voir le matin au petit-déj et te dit « Ah maman, j'ai encore perdu un copain, je vais à son enterrement à 5h30 et tu sens qu'il est à bout, que c'est très dur pour tout le monde. Et là, vraiment, je pense que dans le Nord, là, moi, j'avais jamais vécu de guerre avant. Et entendre parler de nos parents de la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout ce que j'avais d'idée de la guerre. Mais de le vivre ici avec toute cette jeunesse, ça fait vraiment... c'est très émouvant. Ça vous a changé, Rivka ? Complètement. Je pense qu'on prend plus la mesure et la valeur des choses. Stam, je donne un exemple. Mon mari s'occupe de la yeshiva du Rav Zini. Et on les appelle les poulains, mais il y a tous les petits jeunes qui viennent faire 1 an et demi de yeshiva et qui s'engagent à l'armée. Il y en a un qui a été blessé, il s'appelle Ethan Meir Ben Pascal Gina. Amen, vraiment qu'il guérisse. Mais je sais que ça nous a... Non, mais vraiment, c'est-à-dire que... Et on n'en parle pas assez, c'est-à-dire que même dans les médias, on va parler de ceux qui sont niftarim, on va parler de ceux qui... Mais on oublie les blessés, et il y en a énormément. Et on oublie aussi à quel point leur convalescence, elle est longue. Et c'est quelque chose qu'on ne devrait pas oublier parce que ça nous touche énormément. Et puis, c'est des choses qui, eux, les touchent pour la vie en réalité. En tout cas, on voit qu'à Haïfa, vous êtes tous extrêmement solidaires. Raphaël, ça fait quoi d'entendre ça ? Parce que toi aussi, j'imagine que... Moi, ça a été un peu spécial. Dans le sens où ce qui s'est passé, c'est que comme tout le monde, j'ai reçu à 2h du matin la petite alerte en disant coucou, c'est la guerre. En plus, moi, le temps de comprendre, de traduire, de dire quoi, non, c'est vraiment la guerre. Et en fait, j'ai eu le réflexe parce qu'en fait, j'habite dans un quartier où il y a peu de miklat. Et moi, le miklat était vraiment trop loin de chez moi. En plus, je suis au dernier étage sur l'ascenseur. Donc, je me suis dit, bon, là, c'est chaud. Et j'ai eu un réflexe directement, j'ai fait mon sac et je suis parti dans mes bureaux. En fait, je loue un espace de coworking et je suis parti dans mes bureaux où il y a un miklat.
Et en fait, sur les 12 jours, pendant 10 jours, j'ai dormi dans mes bureaux. C'était un peu, c'est vraiment, c'était pas réfléchi. Je me suis jamais dit, bon, s'il y a la guerre, je fais ça. D'ailleurs, quand j'ai pris mon appart, première erreur, j'ai même pas posé la question, est-ce qu'il y a un Miklat à côté? Est-ce qu'il y a une chambre fortifiée? C'est ça, on fera plus cette erreur. Ah là, c'est le premier truc que je demande la prochaine fois. Mais du coup, non, bon, moi, je l'ai vécu dans mes bureaux par chance. Les bureaux sont quand même bien équipés, j'ai la douche, j'ai la cuisine, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, bon, ça s'est passé comme tout le monde. Alors, on va pas finir sur cette note triste parce que on a compris que vous aimez tous beaucoup cette ville. Vous la recommanderiez à d'autres, à des nouveaux immigrants, à des gens qui cherchent un endroit où s'intégrer en Israël? Barbara? Ah oui, complètement. Moi, je dis que c'est vraiment un endroit idéal. Quand on dit on est un peu au nord, on est loin de tout, on a la chance d'avoir le train qui dessert les grandes villes comme Jérusalem, Tel Aviv en 1 heure et demie, l'aéroport pareil. Donc ces grandes villes, nous, on ne prend même plus la voiture. On a décidé d'opter pour le train. Et sinon, on est près de tout. On a vraiment un endroit de rêve. Et avec, je vous dis, des gens vraiment très de valeur, solidaires et exactement, il y a de tout. Il y a des familles, il y a des jeunes, il y a des plus âgés. Il y a vraiment une population très différente qui conviendra à tout le monde et on est là pour les accueillir. Oui, moi je pense que c'est vraiment un très très bon endroit pour commencer pour plusieurs raisons. Je pense que le plus important, bon, il y a le côté Parnassa. Je trouve que c'est bien parce que c'est quand même beaucoup moins cher ici que dans le centre du pays. Donc être dans une ville un peu moins chère, même si ça reste cher, c'est quand même moins cher, c'est mieux. Et la deuxième chose la plus importante, c'est qu'on est bien entouré. Donc bien entouré avec une projectorite qui vraiment s'occupe de nous, avec des familles. C'est très très important. C'est très très important. On est vraiment proches les uns les autres. Jamais personne n'est seul Shabbat. Ça, c'est super important. Et donc ça, oui, je pense que c'est vraiment essentiel pour bien commencer son alia. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu présent avec enthousiasme en plus. Et puis, voilà, merci de nous avoir permis de profiter un peu de la mer. Mais yes. À bientôt.